Bonsoir tout le monde. Alors, je vais être rejoint par Maxime qui va être notre expert du soir. Salut Maxime. Salut Julie, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, ça va, merci. Donc avant de laisser la place, à Maxime pour qu'il vous parle du sujet du soir qui est la location ou l'achat d'un logement à Montréal ou au Québec, hein, j'imagine qu'il y a beaucoup de similitudes au sein même de la province. Eh bien, je vais faire mon habituelle petite introduction qui va vous laisser le temps d'arriver pour qu'au moment où Maxime va commencer, vous soyez tout oui, prêts à prendre des notes ou en tout cas à écouter, ce qu'il a à vous dire sur cette thématique qui intéresse beaucoup d'entre vous puisque, parmi vous, il y a certainement beaucoup de PVTistes, stagiaires, étudiants, jeunes professionnels ou autres et peut-être des gens qui ont un projet à plus long terme et qui ont envie d'acheter un logement aussi, peut-être même de l'acheter pendant leur PVT ou leur séjour temporaire. Est-ce que c'est possible tout ça? Maxime va y répondre et bien sûr, vous verrez tout au long de sa présentation, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou que vous voulez qu'il approfondisse, vous pourrez laisser un commentaire sous la vidéo pour poser votre question et je la lui poserai dès qu'il aura terminé. Je fais une petite parenthèse avant de commencer. Ce midi, on a eu un petit souci technique sur YouTube. Au bout d'un moment, ça a coupé. Si jamais ça venait à être le cas, n'oubliez pas que le live est d'un côté sur notre chaîne YouTube PVTiste et de l'autre côté sur notre page Facebook pvtiste.net Canada. Donc si jamais ça coupe sur un des deux côtés, vous pouvez retourner sur l'autre. Donc, en guise d'introduction, je vous rappelle que depuis près de 19 ans maintenant, sur pvtis.net, on vous informe gratuitement sur le PVT et les autres façons de partir vivre au Canada. On a des dossiers thématiques, de l'actualité, des témoignages, on a des bons plans, des réductions, on a un podcast, on est présent sur les réseaux sociaux, on a un petit peu partout pour essayer de vous donner un maximum d'informations. Et on fait également des sessions d'information comme celle qu'on est en train de faire aujourd'hui. Demain, et également mercredi de la semaine prochaine à midi, on sera sur le compte Instagram PVTiste pour 1 heure de questions-réponses en direct. On fera également le 19 mars une session d'information sur la recherche d'emploi au Canada. Ce sera questions-réponses sur Instagram là aussi. Le 19 mars, on parlera du coût de la vie à Montréal. Sujet très important. Si vous avez manqué l'info que le coût de la vie a tendance à grimper un petit peu partout dans le monde et Montréal n'y échappe pas, vous apprendrez des choses le 19 mars. Il y aura aussi une rencontre PVTiste dans un bar de Montréal le 19 mars. Beaucoup de choses le 19 mars en fait. Le 21 mars, on parlera des régions du Québec où il est possible de faire une formation professionnelle dans une centaine de métiers différents. C'est des formations qui coûtent assez cher, mais les Français sont les seuls au monde à ne pas payer les frais de scolarité. Donc, c'est un programme qui marche très, très bien, notamment chez les Français. Le 25 mars, on parlera de la carte professionnelle ou carte de visite au Canada. Le 26 mars, on fera une rencontre PVTiste dans un bar de Toulouse. Et le 27 mars, on sera là aussi à Toulouse, de 9h à 17h aux espaces Vanel pour une journée d'information 100% Canada avec une trentaine d'exposants, tous experts d'un domaine en lien avec les départs de la France vers le Canada. Et puis, si vous partez en PVT, notez qu'on fait régulièrement des ateliers en visio pour la dernière ligne droite avant de partir au Canada. Donc, ce sera le 19 mars, le 26 mars et le 2 avril pour les prochaines dates. J'en dis pas plus, je te laisse la parole. N'hésite pas à te présenter avant de lancer le sujet. Ça va permettre aux gens un petit peu de se reconnaître en toi, vu ton parcours. Merci Julie, bonjour à tous. Merci de me laisser prendre la parole au sein de la communauté et sur PVTist, c'est vraiment apprécié. Pour faire court, je suis arrivé moi-même en 2019 en PVT, donc je suis passé par cette étape. Je sais ce que c'est que de rechercher son premier logement à Montréal. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne et quelques petites astuces pour avoir accès au logement même si vous n'avez pas de travail, etc., etc. Pour faire court, j'ai commencé ici avec des petits emplois, des emplois au salaire minimum. J'ai décidé de reprendre mes études pour devenir courtier immobilier, ce qui est l'équivalent en France d'agent immobilier. Et puis après à peu près 1 an d'études avec plusieurs examens, je suis devenu courtier immobilier. Donc aujourd'hui, je fais surtout de l'achat et de la vente, accompagnement pour les acheteurs, accompagnement pour la mise en vente et la mise en marché de propriété. Et je fais aussi un peu de location pour les nouveaux arrivants, pour leur expliquer et pour les accompagner à trouver leur premier logement. Donc, bon, je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe. Donc, la première étape, donc ça, je vous l'ai expliqué, donc j'étais courtier immobilier, pour bien différencier le type de logement. Donc, ici, on parle de 3,5, 4,5, 5,5. Donc, 3,5, c'est pour une chambre, 4,5, c'est pour 2 chambres, 5,5, c'est pour 3 chambres, et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ici, les constructions, donc les anciennes constructions, ne sont pas très bien insonorisées. Ce qui fait que vous allez avoir
vous allez entendre beaucoup vos voisins, et puis l'hiver, ça va coûter cher en électricité. Les constructions récentes, à l'inverse, elles sont très bien insonorisées, et vous n'aurez pas de problème au niveau de la facture d'électricité. Par contre, ça va avec un coût. Si c'est du récent et que c'est neuf ou récent, ça va vous coûter plus cher mensuellement. Il y a aussi une coutume à Montréal, je vais parler surtout de Montréal, mais c'est dans tout le Québec, c'est que les baux se terminent la plupart du temps au 1er juillet. Ça veut dire que le 1er juillet, le marché de la location de camionnettes explose parce que tout le monde veut déménager, tout le monde déménage en fait. Et c'est vraiment le moment où tout le monde se concentre sur ça. Donc quand vous allez signer un bail, en général, vous allez signer pour le 1er juillet. Même si vous signez en avril, vous allez signer pour le 1er juillet de l'année prochaine. Donc, avant d'arriver à la signature du bail, on va passer par les étapes qui commencent. Donc, ici, la première chose, c'est que vous allez faire votre recherche de location. Donc, vous allez chercher votre type de bien, donc une chambre, deux chambres, trois chambres, suivant le quartier que vous cherchez dans Montréal. Vous allez avoir, par exemple, Hochelaga, une chambre va tourner entre 1200 et 1500 dollars, deux chambres va tourner entre 1500 et 2000 dollars aujourd'hui. Les prix ont vachement augmenté. Donc, vous allez avoir les frais fixes classiques. Donc, vous allez avoir tout ce qui va être vos meubles. Quand vous arrivez, forcément, les meubles, ça coûte cher. Moi-même, quand je suis arrivé, ça m'a coûté cher. Donc, il faut bien prendre en compte ce coût-là. Tu as aussi, dans les condos récents, tu auras des frais de déménagement. Ça arrive très souvent. Il faut bloquer un ascenseur avec un gardien qui vient pour vous. Donc, ça va être entre 100 et 300 dollars. C'est une moyenne. Pour ce qui va être des frais mensuels, vous allez avoir donc le loyer à payer. Internet est souvent exclu de la location. Donc, vous allez avoir Internet en plus. On parle de 50 à 70 dollars. Vous allez avoir Hydro-Québec. Donc, Hydro-Québec, c'est pour l'électricité. Ça dépend des logements, pareil. Si c'est un logement récent, on tourne entre 50 et 70 dollars. Si c'est plus ancien, on parle de 80 à 120 dollars. Très souvent, les courtiers demandent, mais même les propriétaires en direct, demandent une assurance habitation avec la responsabilité civile 2 millions. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est très souvent demandée et je vous conseille de la prendre parce que s'il y a un feu, par exemple, dans le condo ou dans l'appartement, que c'est votre responsabilité qui est engagée, ça va être à vous de payer les frais. Et si vous n'avez pas d'assurance, ça peut vous coûter très cher. Il va aussi falloir connaître le mode de vie que vous voulez. Est-ce que vous voulez vivre dans downtown, à l'américaine, avec le building, la piscine, la salle de sport, ou est-ce que vous voulez plutôt vivre dans un mode de vie familial? Donc, on peut parler d'Angus, par exemple, ou Rosemont, où là, ça va être très familial. Il y aura des parcs pour enfants, des cafés partout, des bons petits restaurants partout. Ça, c'est vous qui décidez de la vie que vous voulez. Donc ça fait à peu près le tour pour les frais fixes, frais mensuels. Pour les nouveaux arrivants, moi, comment je présente un dossier? Et bien sûr, vous pouvez le faire même sans courtier. C'est assez simple. Il faut que vous préparez votre discussion avec le propriétaire. Il faut que vous expliquiez pourquoi vous venez au Québec, avec quel statut vous venez au Québec, quels sont vos fonds. Parce que forcément, si vous arrivez et que vous n'avez pas d'emploi, il va falloir que vous justifiez les fonds que vous avez. Donc, c'est vraiment important de préparer votre discussion avec lui pour lui montrer votre bonne foi. Donc, par exemple, un infirmier, quelqu'un qui travaille, je sais pas, dans l'automobile, vous savez que vos revenus annuels vont être à peu près entre 80 000 pour infirmier et 50, 60 000 dans l'automobile. Vous savez qu'on va être à 120 000, 130 000 par an. Donc déjà, vous expliquez ça au futur propriétaire. Vous estimez que vous allez gagner à peu près de temps par année. Vous lui montrez aussi une preuve de fonds, vous lui montrez vos permis de travail, bref, vous lui expliquez vraiment votre situation. Le but, c'est qu'il comprenne pourquoi vous venez et dans quel but vous venez. Est-ce que vous voulez rester à long terme? Est-ce que vous voulez être là pour 2 ans? Ça, c'est à vous de bien lui expliquer les choses. Le deuxième point que moi, j'aime bien expliquer aussi aux propriétaires sur place, c'est que quand on arrive ici, on ne veut pas d'histoire. Personne ne veut d'histoire. Le loyer sera toujours payé en temps en heure. Pourquoi? Parce qu'on est en PVT. Je ne vais pas dire qu'on est là sur la sellette, mais ça peut aller très vite. Et un mauvais nom ici, ça peut aussi aller très vite. C'est-à-dire que si on ouvre un dossier au TAL, donc Tribunal administratif du logement, ce dossier va rester à vie. Ça veut dire que le prochain propriétaire pourra voir ce qui s'est passé avec l'ancien propriétaire. Donc c'est vraiment important d'être de bonne foi et que ça se passe bien avec les propriétaires. Donc comment ça se passe? Donc une fois que vous avez trouvé le condo, le logement qui vous plaît, vous lui expliquez votre situation et vous lui expliquez quel est votre revenu annuel estimé, combien vous avez de côté, quel est votre statut, votre permis de travail ici, pourquoi vous venez ici, vous lui expliquez votre situation. À partir de là, il va vous faire signer un bail. Dans ce bail, il y a plusieurs choses à respecter. Il y aura bien sûr le prix qui sera indiqué, nom, prénom, information. Il y aura aussi à vérifier la clause G et la clause F. C'est les clauses qui sont liées à l'ancien prix de loyer. Il y a plein de choses à vérifier dans le bail, mais toutes les conditions, est-ce que les électros sont inclus, est-ce que le logement vient meublé ou non, etc., etc. Donc vous allez signer votre bail.
En général, au Québec, quand on signe un bail, le premier mois est payé au moment de la signature du bail. Et je vais faire une petite parenthèse, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que il est arrivé par le passé que des gens signent un bail, mais le bail commence dans 3 mois. Et finalement, 2 semaines avant l'emménagement, les locataires ne répondent plus. Donc c'est un peu un gage de bonne foi. Donc une fois que le bail est signé, vous payez votre premier loyer, vous savez que le logement est pour vous. Petite parenthèse, il y a beaucoup d'arnaques. Ne payez jamais pour une visite. Ne payez jamais à l'avance. Payez toujours au moment de la signature du bail, une fois que vous avez visité physiquement ou virtuellement avec un courtier. Félicitations, donc vous avez trouvé votre logement. Je ramène un petit point, c'est qu'ici, les logements sont rarement nettoyés avant la remise des clés et il n'y a pas d'état des lieux. En tant que Français, on aime les états des lieux, on aime quand c'est clair, quand c'est carré. Si je peux vous donner un conseil, faites un dossier photo ou un dossier vidéo, peu importe, avec la date du jour. Faites des photos, prenez tous les impacts et tous les défauts du condo. Comme ça pourra vous protéger le jour où vous allez remettre les clés au propriétaire. On va parler de l'augmentation. Donc, pour un bail de 12 mois et plus, donc un bail classique, un bail se renouvelle automatiquement. C'est pas parce que vous arrivez 3 mois dans votre bail que vous devez partir. Si vous n'avez pas eu un document du propriétaire en vous proposant l'augmentation, le départ ou le refus, vous ne partez pas. Le bail se reconduit tout seul. Par contre, il va vous envoyer une augmentation chaque année. Donc, il doit vous l'envoyer 3 mois avant la fin de votre bail. Donc, en général, ça se joue entre janvier et février. En général, les propriétaires l'envoient à ce moment-là. Pour un immeuble de plus de 5 ans, vous avez 3 options. Soit vous refusez l'augmentation et vous restez, soit vous refusez l'augmentation et vous quittez, soit vous acceptez l'augmentation. Pour un immeuble de moins de 5 ans, vous n'avez que 2 options. Soit vous acceptez l'augmentation, soit vous quittez le logement. Il n'y a pas la troisième option. Si jamais vous êtes dans le cas d'un immeuble de moins de 5 ans et que vous n'avez pas l'option et que vous ne voulez pas accepter l'augmentation, vous avez le droit de discuter. On est tous des humains, il faut juste comprendre pourquoi il veut augmenter de tel montant, que vous trouvez peut-être trop élevé. Il faut discuter et trouver une entente. Il vaut mieux une bonne entente qu'un procès, on se le dit tout de suite. Pour ce qui est donc la reconduction du bail, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour la résiliation et la cession de bail, alors ça vient de changer, la loi de 31 a été passée il y a très peu de temps. Pour la cession de bail, par le passé, donc, on pouvait faire une cession de bail, le propriétaire ne pouvait pas refuser. Si les nouveaux locataires avaient un bon crédit et qu'ils n'avaient pas de problème, un propriétaire ne pouvait pas refuser sans motif sérieux. Aujourd'hui, ils peuvent refuser avec un motif, sans motif en fait. S'ils disent non, je ne veux pas, c'est non, je ne veux pas. Et vous pouvez sinon sous-louer le logement. Bien sûr, il faut l'accord du propriétaire, mais vous pouvez. Julie, tu es toujours là? Oui, je suis toujours là, je t'écoute religieusement. Ok, merci. Je voulais revenir aussi sur la question que tu m'as posée en amont ce live par Oui. rapport au fait que certains courtiers soient payants et d'autres soient gratuits. Chaque courtier à Montréal est entrepreneur. Chaque courtier décide de comment il travaille. On n'est pas imposé, nous n'avons pas vraiment de règles. À ce niveau-là, je parle bien. On a d'autres règles. euh, pour faire court, la plupart des courtiers ne facturent pas aux locataires qui recherchent un logement parce que nous sommes payés par le courtier en face qui lui divise par deux, grosso modo, ou c'est un montant forfaitaire. Certains courtiers, parce qu'ils sont trop occupés mais qui veulent quand même peut-être vous aider, vont peut-être vous facturer un montant. Mais c'est à leur discrétion et c'est leur choix, c'est leur business. Donc c'est eux qui décident. Mais pour la plupart, ils ne facturent pas. Est-ce que ça répond bien à la question, Julie? Ouais, c'est très, très bien et d'ailleurs, je me permets, même si on prendra les questions juste après, tu viens de dire juste avant, mieux vaut discuter qu'un procès, sans vouloir faire peur à ceux qui nous écoutent, mais en donnant, leur juste, hein, comme on dit. On est en Amérique du Nord, les procès, c'est peut-être un petit peu plus fréquent que enfin, ça peut arriver à un PV10 de se retrouver en procès avec son propriétaire? Ici, on attaque pour tout et rien. En France, on discute, on aura tendance à discuter avant d'aller à ce niveau-là. Ici, si tu payes pas ton loyer, le 21e jour, une Dossier. requête au tribunal administratif de Dosement, un dossier. C'est ça. Et ce dossier peut rester à vie par la suite. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours discuter. On est humain, on a juste à bien s'entendre, à trouver une entente, et on n'en parle plus. Moi, c'est ce que je conseille, c'est vraiment important. Alors quand je dis un procès, c'est un dossier au tribunal administratif du logement, Oui, je précise. ça fait moins peur. OK, Ça fait moins peur. je te laisse continuer. C'est good. Petite parenthèse, on va parler aussi de l'achat. Donc, en janvier 2023 est passée une loi interdisant les permis temporaires, donc PVTistes,
PTO, permis de travail ouvert, A75, permis fermé, à acheter de l'immobilier. Cette loi a été dure, elle a bloqué beaucoup de dossiers. Finalement, au mois de mars 2023, ils se sont fait un petit pas en arrière et ils se sont dit stop. On ne va pas empêcher des nouveaux arrivants qui viennent ici, qui travaillent, qui payent des impôts, qui s'intègrent, qui mettent leurs enfants à l'école, d'acheter une résidence principale. Et c'est normal. Ça a été surprenant pour tout le monde, mais c'est normal. On ne peut pas empêcher des gens, c'est dommage d'empêcher des gens d'acheter alors qu'ils s'installent ici. Donc, ils ont fait un pas en arrière, ils ont décidé de réouvrir l'achat au permis temporaire. Donc, oui, aujourd'hui, vous pouvez acheter en permis temporaire, en PVT, PTO, etc. Et je vais même ajouter un point supplémentaire parce que souvent, j'entends des choses comme 20 ou 30% d'apport. Vous pouvez mettre que 5 à 10% d'apport pour votre achat immobilier. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de mettre 20 ou 30% d'apport. C'était juste pour faire court. Et deuxième chose, ici, le mode de fonctionnement, c'est deux courtiers. Il y a toujours un courtier pour les acheteurs, un courtier pour les vendeurs. Le courtier pour les acheteurs, aux acheteurs, ça va rien leur coûter directement. Ça va être indirect. Ça veut dire que la rétribution, pardon, va être payée au courtier vendeur chez le notaire et lui va repartager sa rétribution avec le courtier acheteur. Donc, vous pouvez vous faire accompagner, vous êtes protégé et indirectement, ça vous coûte quelque chose, mais directement, ça ne vous coûte rien de vos poches. Julie? Impeccable. C'est tout bon pour toi? Oui, c'est tout bon pour moi. On parlait Ouais, surtout de la location aujourd'hui, mais c'est merci de ça. m'avoir laissé faire la parenthèse pour les futurs acheteurs qui souhaitent acheter ici. Bien sûr et puis si, parmi les personnes qui nous regardent, il y a des questions sur l'achat, n'hésitez pas, profitez-en, vous avez un expert Oui. devant vous, donc n'hésitez pas. Alors, quelqu'un nous demande si on peut acheter en société. Si c'est pas trop dans le détail, Est-ce qu'on peut revenir sur l'écran normal? Je vois que mon. Ah oui, on est là, les gens nous voient tous les 2. Ah, ok. Ah, Ouais, ok, d'accord, c'est moi qui étais sur le autant pour moi. OK. Alors, est-ce qu'on peut acheter en société? La vraie question, c'est est-ce qu'on peut monter une incorporation ici? C'est ça la vraie question et Ouais, j'ai pas encore la réponse. La personne qui m'a posé la question peut m'envoyer un message sur Instagram. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est Maxime Gaumont. Vous très bien. pouvez m'envoyer le message de cette question sur Instagram et moi, je vais me renseigner auprès des personnes compétentes par rapport au montage d'une incorporation ici. D'accord, super. Est-ce que le fait d'être résident permanent peut donner l'avantage face à un PVTiste? Alors est-ce que j'imagine que c'est peut-être pour la location, ou pour l'achat, je pense. Je pense que c'est plus pour l'achat. Pour l'achat. Non, il y a aucun avantage. Les règles sont les mêmes pour un PVT versus un résident permanent. La OK, mise de fonds est la même, c'est 5% minimum jusqu'à 500 000 dollars d'achat. 10% sur la fourchette. Excusez-moi. très Donc bien. non, il n'y a aucun avantage. La seule règle pour les PVTistes, c'est qu'ils doivent rester minimum 183 jours avant le passage chez le notaire, sur D'ac leur permis de travail, pardon. OK. C'est la seule règle qu'il y a. Et pour les permis étudiants, malheureusement, ils ne peuvent pas acheter, sauf s'ils ont le droit de travailler avec leur permis étudiant. Il faudrait que je confirme, mais normalement, ils pourraient. D'accord, OK, très bien et la deuxième partie de la question qui arrive après, c'est qu'on n'aura pas forcément un job, donc c'est peut-être aussi pour la location, mais ce que tu as dit, c'est de toute façon très intéressant. Je pense que tu peux toujours répondre un peu sur les 2. C'est vrai que c'est quand on va visiter un appartement, quelqu'un qui est résident permanent, le propriétaire peut peut-être se dire que la personne va rester là pendant 7 ans, alors qu'un PVTiste peut-être que 2 ans. Pour autant, les PVTistes arrivent à se loger quand même. En fait, les PVTistes arrivent à se loger. Ce que je n'ai pas parlé, d'ailleurs, c'est un bon point, c'est l'enquête de crédit. Oui, Quand tu viens d'arriver, il n'y a pas d'enquête de crédit. Ça peut être un point négatif. Moi, ce que je conseille souvent aux personnes, c'est de proposer de payer le premier mois, donc, qui est classique, qu'on paye tout le temps, et de proposer le dernier mois de loyer du bail. Ne jamais proposer une caution. Par contre, proposer le dernier mois de loyer, comme ça, en juillet de l'année d'après, vous n'avez pas besoin de payer ce loyer-là, il sera déjà payé. Et ça va venir rassurer le propriétaire si vous n'avez pas d'enquête de crédit. c'est ça et tu disais tout à l'heure que la période du mois de juillet, c'était, une période clé pour les locations de camions et cetera, pour déménager. Pour autant, j'arrive en septembre, j'arrive en février, je peux quand même envisager de me loger, même si on n'est pas à la date anniversaire du mois de juillet, hein? C'est ça? Oui, oui, oui. J'ai déménagé 5 fois au Québec avant de passer à l'étape d'après. J'ai déménagé 5 fois, j'ai jamais déménagé en juillet. J'ai toujours OK. déménagé du mois de janvier au mois d'avril. C'est ça. Parce que c'est vrai que souvent il y a cette question et je vois que les gens se disent: «Bah, enfin comment on va faire?» donc en fait, effectivement ça reste possible. Même s'il y a aussi tous ceux qui vont peut-être commencer par une colocation avant de chercher un appartement, plus posé aussi. N'hésitez pas des fois, selon votre situation à pas tout de suite viser le sommet, mais à voir par étapes. Des fois la colocation pendant 3 mois, ça peut être un moyen de trouver plus facilement, de dépenser moins et puis de côtoyer des gens éventuellement, Et heu, ça permet aussi de découvrir les quartiers. aussi. Parce que quand on arrive, on est complètement perdu, on connaît pas trop les quartiers, donc c'est vraiment
c'est vraiment un plus pour découvrir les quartiers, je trouve. Tout à fait. Et du coup, les fois où tu as déménagé sans être au en juillet, est-ce que c'était, des cessions de bail ou est-ce que c'était Ouais, des nou ouais, à chaque fois c'était ouais, des c'était des cessions? là, avec la loi 31 qui vient de passer, les choses vont changer, c'est certain. Oui, Mais à l'époque, c'était très simple de faire des sessions de bail. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus compliqué, je pense, de faire des sessions de bail. Et si tu as une entente avec ton propriétaire, c'est toujours la même chose. C'est une question de bonne foi, c'est une question d'entente. Si tu lui expliques, écoute, je veux quitter pour rapprochement du travail ou peu importe, oui. on est tous humains là. Donc, tu trouveras une entente avec ton propriétaire. C'est ce que je me dis aussi. Moi, j'ai eu à faire une cession de bail aussi, en plus, j'ai mis l'annonce en ligne pour l'aider un petit peu parce que j'ai vu qu'il était tellement de bonne composition que j'ai essayé de faire aussi, moi, ce qu'il fallait. Il Des gens sont venus visiter, j'ai géré les visites et voilà, ça s'est fait, comme on dit, en bonne intelligence. Donc, c'est heureusement ça arrive, comme ça aussi. À compter de combien de temps de présence pouvons-nous souscrire un emprunt pour acheter? On rentre dans la Au banque bout là. de Ouais, alors c'est pas mon domaine, mais je vais l'expliquer parce que j'ai un peu les réponses. Oui, Au bout de 6 mois, vous pouvez prétendre à acheter avec minimum 90 jours de revenus, donc de salaire ici. OK, c'est ça. Très Et bien. dans les 6 premiers mois, de 6 à 12 mois, il faut minimum 10% d'apport. Passer les 12 mois, ça passe à 5% d'apport, de mise de fonds. D'accord. OK, on pourrait se dire, c'est vrai que, bah, au bout de 3 mois, on n'a pas un historique de crédit solide, mais les banques, commencent quand même si on a 10 d'apport, elles regardent quand même notre dossier sérieusement, quoi. Ouais, tout à fait. Intéressant. En général, les gens achètent dans la deuxième année de leur PVT. Ouais, Ça m'est arrivé 2 fois en carrière que des gens achètent au bout de 7 8 mois, OK. mais Sinon, souvent ils c'est achètent dans la deuxième. ça. Pour être sûr qu'on veut vraiment être là, quoi, parce que faut pas non Il plus faut tricher. découvrir les quartiers, c'est vraiment important de savoir où tu veux vivre et le mode de vie que tu veux. Oui, tout à fait. Quelles sont les choses auxquelles nous devons absolument faire attention lors de la visite? Isolation, électricité, bon, tu l'as dit, l'isolation, elle est pas terrible a priori. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça dépend de ce que tu vas chercher. Si tu vas dans l'ancien, fais attention à l'isolation, fais attention à tout ce qui est fenêtres, regarde dans quel état sont les fenêtres. Fais Oui. attention au voisinage. Le voisinage est très important. Je pense que ça fait un peu le tour. Dans tout ce qui est neuf, bah, il n'y a pas grand-chose à vérifier à part le voisinage, c'est quand même important. Mais quand c'est neuf ou quand c'est récent, il n'y a pas grand-chose à checker, quoi. Ouais, c'est Il faut ça. juste bien vérifier que c'est bien le propriétaire, ça c'est important. Vous pouvez le vérifier en ligne sur l'évaluation immobilière. Vous tapez EvalWeb et ça vous permet avec l'adresse de savoir qui est le propriétaire. Ça c'est Mmh, un petit détail, mais honnêtement, j'ai jamais vu d'arnaque à ce niveau-là. Si tu as OK. vu la personne en face, bon, il n'y a pas trop de problème. Par contre, il y a beaucoup d'arnaques. Je reçois souvent des appels pour me dire bonjour, on m'a dit de faire un dépôt de 500 $ pour venir visiter et la personne n'a plus de nouvelles juste après. Ça, il faut pas. Il faut surtout pas faire ça. Vraiment, c'est Ouais. important. Ouais, faites attention, hein, là où il y a un besoin, il y a toujours des arnaqueurs, hein. Ça commence par votre Ouais. demande de PVT ou de résidence permanente et puis ça continue au Canada et pas qu'au Canada, en France, en Australie, partout. Donc évidemment, on reste bien vigilant là-dessus. Un jour, quelqu'un m'a dit, «Si tu pars au Québec avec des enfants, si tu veux bien t'entendre avec tes voisins, prends un rez-de-chaussée». Pour que les enfants puissent, jouer tranquillement. Tu es assez d'accord avec? Ouais, je suis d'accord avec ça. Ça se dit beaucoup dans les anciens immeubles. Donc, dans tout ce qui va être duplex, triplex, ici, un duplex ou un triplex, c'est un immeuble de 2 3 appartements. Ouais, C'est pas insonorisé, en fait. L'ossature de l'immeuble est en bois et il n'y a pas de béton entre les logements. ouais. Donc, quand tu cours, tout vibre. Par contre, dans les logements récents, c'est en béton. Donc, là, il n'y a pas trop de problème. Ouais, très bien, merci pour, tes précisions. Tu as évoqué tout à l'heure le fait de prouver, qu'on avait, de l'argent de côté, parce que quelqu'un nous dit: «C'est pas compliqué de trouver une location sans, historique de crédit ni travail au début». Tu dirais qu'avoir une preuve d'économie, ça peut pallier? Ouais, vraiment. En fait, au début, c'est vraiment comment tu expliques ton dossier au propriétaire. Ici, il fonctionne beaucoup à la bonne foi. Il fonctionne beaucoup à la confiance. OK. Si tu arrives et que tu es clair dans ton projet, que tu lui dis voilà, je suis en PVT, je suis là pour 2 ans, je veux louer non meublé, meublé, j'ai tant d'économies et j'ai tant de revenus estimés. Donc, suivant le métier que tu fais, tu peux à peu près savoir ton revenu estimé. Oui, En général, ils vont se dire, OK, bah, dans 2 ans, ça me permettra de le relouer peut-être un peu plus au prix du marché. Dans 2 ans, ça me permettra de le remettre au bout du jour. Ça m'arrange, tu vois. Donc, souvent, ils vont penser comme ça. Ils vont se dire, OK, bah, on y va, on essaye. oui, Et rajouter, si jamais on sent un petit hésitement, proposez-lui de payer le dernier mois de loyer au moment de voilà, la prise de possession. Et là, ça va le rassurer parce qu'il va se dire que tu veux pas perdre ton dernier mois de loyer. tout à fait. D'ailleurs, tout à l'heure, je pense à quelque chose que quelqu'un nous dit: «Est-ce qu'on est bloqué de juillet à juillet?» Donc ça, tu y as répondu toi-même, tu as trouvé sans ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de, soit de PVTistes qui voyagent, soit d'étudiants qui rentrent pendant l'été et qui sous-louent? Est-ce qu'au début du PVT, la sous-location, ça peut être une option à proprement
Parler? Ça peut être une option. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sous-location, il n'y a pas vraiment de règle. Dans le sens où celui-là qui possède le bail peut revenir à peu près quand il veut. C'est un peu plus délicat la sous-location. Moi, c'est quelque chose que je conseille pas forcément. OK. Par contre, si c'est toi qui loues ton condo en sous-location, enfin ton logement en Oui, sous-location pour 3 semaines, fais-le, mais juste avertis le propriétaire et bien son accord. C'est tout. c'est ça. C'est un petit peu, ouais, comme chez nous, tout à fait. Le préavis pour rendre une location, c'est de combien de mois ou de semaines en général? Ici, il n'y a pas de préavis en tant que tel. C'est juste que quand tu arrives à la fin du bail, quand tu arrives, par exemple, habituellement c'est en juillet, donc au mois de février, tu préviens ton propriétaire, bonjour, je ne vais pas reconduire le bail. D'accord, C'est le seul moment où tu peux te permettre, c'est 3 ou 4 mois avant la fin du bail, de dire, bah non, je ne vais pas le reconduire. Mais d'accord. si tu souhaites quitter en plein milieu de bail, ben là, tu peux pas donner un préavis. C'est pas comme en France, où là, c'est juste, il faut que tu t'entendes avec le propriétaire pour pouvoir Voilà. partir. C'est une discussion, comme je disais, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais dit, bon, j'ai vu qu'il était vraiment très sympa ce propriétaire, je l'adorais et du coup, bah, voilà, j'ai mis l'annonce en ligne, j'ai fait les visites, je lui ai dit, après c'est lui qui a reçu ceux qui étaient intéressés et les appels et ça s'est fait très vite. J'ai l'impression que je lui ai pas fait perdre beaucoup de temps et je pense que c'est ça l'essentiel de montrer qu'on est Ouais. prêt à, voilà, à Il s'investir. faut être de bonne foi. Il faut montrer que, ok, bon, c'est moi qui amène la cause. Alors je vais trouver les solutions pour. Tout C'est à toujours fait, la même chose. exactement. Combien de temps avant notre arrivée vous conseillez de commencer à regarder les annonces de logement? Alors ici, ça va très vite. Un logement, moi, ça m'arrive moi-même de louer des logements avec des propriétaires en 3, 4 jours. OK, Je conseillerais, si c'est pour la période de juillet, je conseillerais de regarder en fin mars, début avril, voire fin avril. Pour la période de juillet, c'est là où il y a les meilleurs biens, entre guillemets. Si c'est autre, au mois de février, au mois de mars, là, en général, c'est des logements qui sont libres tout de suite. Donc oui. là, je vous conseille plus de regarder un mois avant, un mois et demi avant. D'accord. On rappelle, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, soit on passe par un courtier qui pourra aller visiter l'appartement ou peut-être si on a sa sœur, sa cousine, à Montréal, par exemple. Sinon, attention, on est vigilant à chercher à distance. Il peut y avoir vraiment des faux appartements ou qui ont l'air super sur les photos et qui sont immondes ou alors dans un quartier que vous auriez jamais choisi. Donc c'est pas grave de chercher en arrivant, peut-être de se loger 2 semaines ou 3 semaines en Airbnb ou en auberge et de chercher sur place. Ça se fait quand même beaucoup, hein, on le rappelle. Bien sûr, et puis il y a aussi beaucoup de fausses annonces qui sont très alléchantes. Ouais. Tu sais, on va voir 4,5 à louer 800 $ entièrement rénové, très beau. Moi, comme je dis, hein, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Faut pas. Ouais, tout C'est à tout. fait. C'est ça. Ouais, jamais de se dire, «Non, mais au Québec, ils sont trop sympas», oui, ils Non, sont non, 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 trop sympas, oui. il y a aussi des personnes qui sont mauvaises. C'est ça et en plus, il y en a, ils sont même pas au Québec, hein. C'est avec internet, c'est un Non, peu il y en la a, il y en a magie. qui sont pas, ouais, ouais. Ouais, Il y en a qui on sont pas l'a au Québec. c'est ça. Alors, quelqu'un nous dit, qui rebondit par rapport à ce que tu as dit, sur l'achat. J'ai lu sur le site de lapresse.ca que l'achat par un étranger ou un temporaire a été repoussé à 2027. C'est un article qui date du 4 février. As-tu lu ou vu que c'est maintenant réouvert aux résidents temporaires? Ouais, en fait, la loi est toujours valide pour les non-résidents canadiens, pardon. Donc, pour un investisseur étranger, à l'époque, il y en a qui venaient, qui achetaient 2, 3 condos one shot, et Ouais, puis c'était un placement, en fait, ils plaçaient de l'argent. Donc, eux ne peuvent toujours pas acheter. Mais si tu es un résident temporaire, il n'y a aucun problème. Tu peux acheter. La seule règle, c'est la règle des 183 jours. J'ai encore 2 dossiers en ce moment en cours là, que je suis en train de traiter, où c'est des résidents temporaires, puis il n'y a aucun problème. ouais. D'accord, très bien. Hem, Là, c'est moi qui pose la question. Je suis en PVT, j'en sais rien, j'ai 40 000 € sur mon compte, je commence par quoi? Je vais voir d'abord ma banque pour savoir combien je peux emprunter et seulement si elle me dit: «C'est parti, on vous suit», je te contacte toi, par exemple, pour chercher un bien? Plutôt dans ce sens-là que je fais les choses? Moi, je conseillerais toujours de contacter un courtier hypothécaire. OK, Un courtier hypothécaire va te proposer un panel de banques. C'est comme un courtier en fait en France. Il va bien te sûr. proposer un panel de banques. Il faut savoir quel prêt tu vas prendre selon ta situation et ton projet. C'est vraiment important de comprendre le projet. Parce que oui, tu peux avoir un taux plus bas chez la banque A et tu peux avoir un taux plus haut chez la banque B. Mais dans la banque A, si tu veux casser ton hypothèque au bout de 2 ans, tu vas avoir une grosse pénalité. Alors que chez la banque B, si tu veux casser ton hypothèque au bout de 2 ans, tu paieras juste 3 mois d'intérêt. Il faut OK, bien comprendre ces deux choses-là. C'est que des fois, il vaut mieux payer un tout petit peu plus de taux d'intérêt, mais que les conditions soient meilleures. Si jamais tu décides au bout de 3 ans de rentrer en France, que tu veux casser ton hypothèque, bah, ça te coûtera moins cher. J'ai déjà vu des pénalités à 40 000 $. Tu ouch. veux casser ton hypothèque, tu payes 40 000, bah, tu vas pas casser ton hypothèque là. Tu vas trouver une autre solution. Donc c'est pour ça qu'il faut aller vers un courtier hypothécaire. Ça, je vous laisse choisir. Moi, je travaille avec un, mais il y en a plein d'autres. Vous pouvez aller voir un courtier hypothécaire qui va vous préqualifier. Ça veut dire qu'avec vos revenus versus vos dettes, il va pouvoir vous dire bah, vous avez le droit à temps. Et après, vous venez voir un courtier immobilier.
Et là, on pourra parler du projet, voir quelle zone de recherche, quel type de bien vous voulez acheter. Vous pouvez aussi m'envoyer un message et je vous redirigerai moi vers des courtiers hypothécaires, c'est C'est possible. ça, exactement. D'ailleurs, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, parce qu'il y en a toujours qui arrivent en cours de route et c'est tout à fait normal, je remets la petite slide avec ton adresse mlmgaumont@gmail.com. Mais Hem, oui, petite parenthèse, si vous voulez, je partage beaucoup de vidéos par rapport à l'achat des permis temporaires sur Instagram. Vous pouvez me suivre avec plaisir. ça et ton compte Instagram, c'est juste ton nom, tu l'as dit tout à l'heure, mais je m'en souviens. Oui, Maxime Gaumont, tout à Tout fait. simplement, au moins c'est facile. Ouais, surtout que c'est sympa aussi, vu que c'est un sujet un petit peu, administratif, c'est toujours sympa d'avoir, ça au format vidéo. Question suivante, y a-t-il des moyens sûrs de louer un logement à distance pour l'avoir dès son arrivée, à part les, courtiers? Ou il y a Non, que les courtiers? Non. courtier. Ouais, Nous, courtiers. en tant que courtier, en tant qu'agent immobilier, entre guillemets, on a une licence. Ça Oui. veut dire que quand on va louer un bien ou quand on va mettre un bien en location, on a des vérifications légales à faire. Il n'y a pas de courtier qui arnaque là, ça n'existe pas. Enfin, Ouais. ou alors, je ne bâcherai pas là, mais il n'y a pas de problème avec ça. On est régi par un ordre professionnel. Donc tu sais que si tu travailles avec un courtier, et peu importe, ça va être safe. Par contre, si tu es sans courtier, bah, il faut que tu aies quelqu'un sur place. Ouais. Si tu connais quelqu'un sur place, ouais, non, il n'y a pas de problème. C'est ça. Il y a un site où on retrouve la liste de tous les courtiers, où on peut voir ton nom, ce genre de choses? Oui, Soit on fait des courtiers, mais bien sûr. Centris.ca. OK, En fait, centris.ca, on mettra. ouais, c'est le site des courtiers immobiliers au Québec. Je dis ça parce que je pose la question parce que, avec les réseaux, on peut toujours voir des gens qui s'autoproclament quelque chose et qui ne le sont pas, donc autant aller vérifier quand même, Oui, tout à voilà. fait. Est-ce que c'est beaucoup plus dur de louer si on a un animal, un chien ou un chat? Oui. Mmh. Très honnêtement, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a déjà eu des appartements qui ont été saccagés, j'ai pas d'autres mots là, parce que j'en ai vu de mes yeux, qui ont été saccagés par des animaux, parce que les animaux ne sont pas très bien éduqués. Donc Mmh. c'est plus compliqué de louer. Euh, il faut savoir une chose, c'est que certains locataires sont prêts à proposer une caution pour couvrir les dégâts s'il y a des dégâts. Oui, Moi, je ne dirais jamais de faire ça parce que la caution reste illégale au Québec, mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Par contre, faites comme un état des lieux à l'entrée. Faites des photos de l'appartement pour prouver dans quel état il est avant que vous entrez dedans. Et comme ça, à la sortie, vous allez pouvoir comparer les deux. S'il vous réclame quelque chose pour la caution, vous pourrez lui dire: hey, c'était oui. comme ça déjà en arrivant. C'est vraiment important. Ouais, tout à fait. C'est ça, c'est vrai que j'ai l'impression de ce que j'ai entendu que c'est un peu plus facile quand tu as un chat plutôt qu'un chien, parce que le chien Oui, fait un peu plus peur en termes de dégâts, alors que les chats, ça peut éc ça peut greffer les murs et tout. Bon, après ça dépend de l'animal en question. Il y en a qui disaient si c'est un petit chien, parce que j'ai une amie qui a un chien, il est tout petit comme ça, c'est vrai que tu l'amènes à la visite, il fait pas bien peur et peut-être que ça peut marcher des fois de venir avec son animal ou tu penses que c'est un coup d'épée dans l'eau? Pourquoi pas? ça dépend du propriétaire. Il y en a qui sont non, c'est non, et il y en a d'autres qui, bon, pourquoi pas. Allez, ouais, voilà, OK. C'est vraiment chaque personne est différente. C'est ça. Donc, évidemment, si vous partez avec un animal, prévoyez peut-être un peu plus de temps. On ne paye pas l'eau au Canada dans son Non. loyer? Alors, il commence à y avoir certaines villes où on paye une taxe d'eau pour le propriétaire, ça commence. Mais en tant que tel, l'eau, non, l'eau est gratuite. Par contre, on paye pour la chauffer. Il se peut aussi que le propriétaire loue le chauffe-eau et qu'il vous remette le prix du chauffe-eau à votre charge tous les mois ou tous les deux D'accord. mois. Mais OK, sinon, on paye pas l'eau. OK. Oui, parce que, alors je sais pas si ça se dit aussi au Québec hydro? Hydro, c'est l'électricité, hein? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, hydro, c'est ça? C'est Oui, l'électricité? Hydro-Québec, c'est l'électricité. C'est ça? OK. Donc on paye pas l'eau, c'est vrai que ça peut faire un peu bizarre pour nous, mais je crois que c'est pas les mêmes prix ou ça fonctionne pas tout à fait de la même façon et d'ailleurs, tu disais que l'électricité, ça pouvait coûter cher en hiver. On parle de beaucoup? Ouais, sur des anciens immeubles, ça peut coûter assez cher. Et d'ailleurs, je vais vous donner un petit tips. Vous Ouais, pouvez aller sur le site Estimation Hydro-Québec et avec l'adresse, vous êtes capable de savoir combien ils ont payé pardon, sur les 12 derniers mois. OK, dans le même Donc, vous pouvez logement. faire un estimé, ouais, dans le même logement, vous pouvez faire un estimé du prix et comme ça vous permettra de savoir combien ça coûte. D'accord, estimation Hydro-Québec. D'ailleurs, je vais noter tout à l'heure, tu as dit Centris, estimation, comme ça je le mettrai, en légende de la vidéo, sur, YouTube. Hydro-Québec. OK, très bien. Ensuite, est-ce qu'il y a une remise de taxes pour l'achat d'un logement neuf? Alors, il y a des subventions pour les taxes pour le logement neuf, mais en général, ça ne couvre pas l'intégralité des taxes. D'accord, Ça, pareil, la personne qui m'a posé cette question peut me la poser. Moi, je vais aller chercher plus de détails là. Je sais qu'il y a des avantages, mais je pourrais envoyer l'article complet qui explique tous les avantages en détail. ouais, Et m'envoie un petit message sur Instagram. OK.
Parfait. Quel site vous conseillez pour une recherche de location de 1 à 2 ans? Est-ce que le bouche-oreille fonctionne ou est-ce qu'il vaut mieux passer par une agence? Vous passez par là où vous êtes confortable. Moi, vraiment là-dessus, je suis neutre. Chaque personne a sa façon de faire. Pour ce qui est des sites, vous allez avoir centris.ca, donc ça, c'est le site des courtiers immobiliers. Oui, Ensuite, je vous conseillerais Kangaloo, oui. Lespac. Il y en a d'autres qui sont bien. Pardon, c'est Kijiji? rental.ca. Je cherchais le mot en anglais parce qu'il se dit en anglais. Rental.ca. OK. Et après, je finirai par Kijiji et Marketplace. Oui, bien sûr. Marketplace, ça reste un endroit qui fonctionne bien et puis parfois aussi, c'est en vous baladant justement, tu évoquais tout à l'heure la découverte des quartiers. Parfois, on peut joindre l'utile à l'agréable et en se baladant, voir des petits écriteaux qui disent qu'il y a quelque Oui. chose qui est à louer. Dans ce cas-là, vous appelez tout de suite. Enfin voilà, soyez proactifs bien évidemment, dans Et votre ils auront plus d'exclusivité en faisant ça. Parce qu'en général, les gens qui mettent des pancartes ne les mettent pas sur les réseaux. oui, c'est ça. Donc, ils Ouais, auront plus l'exclusivité. ouais, tout à fait. Je comprends. Si on sait que c'est en tension et qu'en mettant une étiquette, devant la sur une fenêtre, on aura des appels, on peut avoir un peu la flemme d'aller sur les réseaux sociaux ou sur les sites internet pour mettre des annonces donc ouais, regardez. Ça m'est arrivé aussi dans des halls d'immeubles, hein, de voir, des annonces, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu partout. Est-ce qu'on paye une taxe pour les poubelles, genre le tri sélectif comme en France? Non, ici, tu n'as que deux taxes. Quand tu achètes un bien immobilier, enfin, il y en a une troisième, mais c'est une taxe qui arrive qu'une seule fois. Quand vous achetez, vous allez payer la taxe de mutation, qui s'appelle aussi la taxe de bienvenue, parce que son créateur s'appelait Monsieur Bienvenu. Et c'est la taxe de mutation, ça, vous la paierez qu'une seule fois. Ouais. Chaque année, après, vous allez payer la taxe municipale et la taxe scolaire. C'est ça. Ça me fait penser, vu qu'on parle de dépenses comme ça qui arrive une fois ou qui revient, est-ce que c'est comme à Toronto, à Montréal, le stationnement est payant tout le temps partout ou pas? Oui et non, ça va dépendre des secteurs. En fait, tu peux acheter des vignettes. Donc, en fait, tu vas payer une vignette à l'année qui te coûte entre 150 et 200 $ et tu pourras te stationner tout le temps en bas de chez toi avec la vignette. OK, c'est ça, parce que ça si vous voulez une voiture, ce qui est pas du tout, systématique quand on s'installe à Montréal, pensez à ce point-là qu'il va falloir stationner et cetera, peut-être que vous trouverez un logement où il y aura un parking, un stationnement. Ouais. C'est peut-être pas systématique à chaque fois. Et pareil, petite parenthèse, Oui, si vous louez un condo qui a pas de stationnement, vous pouvez aller à l'accueil de la tour et demander s'ils ont des stationnements disponibles. Ça arrive qu'il y oui, en ait pas. tout à fait. Quelqu'un nous parle au début, tu as évoqué un peu les quartiers, mais quelqu'un nous demande les quartiers de Montréal qui seront les plus chers ou les moins chers en ce moment. J'imagine que dans les plus chers, il y a le fameux Plateau, hein, regroupement, de Français notamment, mais pas seulement, qui est devenu un peu, fancy avec le temps. C'est le plus cher, le Plateau à Montréal? Non, c'est pas le plus cher. Non. Westmount aussi, c'est très cher. Westmount, Côte-des-Neiges, il y a certains endroits où c'est aussi très élevé. Oui, Le plateau, Rosemont aussi, c'est pas mal en termes de prix. Mais c'est la vie de quartier qui vient avec aussi, là, on se l'accorde. exactement et les moins chers, tu dirais que ce serait quoi les deux trois moins chers? Bah, le moins cher de Montréal, ça reste Montréal-Nord et Montréal-Est, un peu plus vers la pointe de l'île. Après, pour des quartiers avec bon rapport qualité-prix que moi j'aime beaucoup, c'est Hochelaga Maisonneuve Oui. et Angus. Angus aussi, c'est un quartier familial. Personnellement, moi j'adore ce quartier. D'accord, ouais, c'est bien, OK et les 2 premiers que tu as nommés, les moins chers, est-ce qu'ils sont moins chers parce que, pas évident d'y vivre ou? Il y a pas de métro, il y a très peu de transports en commun et puis il y a aussi quelques problèmes, D'accord. Non, mais c'est intéressant de le dire quand même et puis la bien sûr. question des transports, c'est intéressant parce que quand il va faire -30, on dit souvent que c'est pas mal Mmh. d'être à maximum 10 minutes à pied d'un métro. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais Ouais, tout à fait. ouais, voilà, peut-être éviter un peu d'être s'excentrer trop, surtout si que vous soyez jeune ou moins jeune, hein, le PVT ça va jusqu'à 35 ans, mais si vous avez envie de sortir, de rentrer tard et cetera, par des temps des fois, un peu compliqués, tempête de neige et cetera, pensez à ça quand vous, cherchez un logement. Alors, quelqu'un nous dit que la vignette sur le plateau en ce moment, c'est 220 $ pour le Ouais, stationnement. OK. ouais, ouais. Quand je dis 150, c'est une moyenne, mais oui, ça Oui, peut être plus cher à certains endroits. selon les quartiers, OK. Donc là, on parle d'autres sujets. Évidemment, on prend les questions en lien avec le logement. On va pas prendre les questions d'immigration et cetera. Claire, tu nous demandes les sites, pour louer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre en légende de la vidéo sur YouTube. Malheureusement, sur YouTube, il y a eu un petit bug, ça a coupé, donc je la mettrai après, mais on va répéter que c'était, rental, .ca. Rental.ca. Voilà, Kijiji, Kijiji, le marketplace de Facebook, bien évidemment, et tu as dit un autre site qui s'appelle, que je crois que c'est Kangaloo, c'est ça? Comme un Ouais, kangourou, mais avec un L? Kangaloo, ouais, Ouais, c'est ça. que voilà, Kangaloo et Et centris.ca.
Et ah oui, centris.ca, donc là où on peut voir notamment, qui est vraiment courtier, mais en plus il y a des annonces, de ce que Oui, tu tout à me fait. dis. OK, donc on rajoutera tout ça, en légende de la vidéo sur YouTube. En fait, si vous allez déjà sur YouTube, même si ça a coupé, il y a le début du live qui est là. Vous avez déjà pas mal de liens. On va juste rajouter, Centris, je crois qui n'apparaît pas et puis comme ça, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Je vois qu'on arrive au bout des questions. N'hésitez pas à vous jeter, littéralement sur votre clavier si vous avez d'autres questions. Vous avez face à vous un expert qui a réponse à tout d'ailleurs, donc profitez-en, il nous reste quand même Merci. quelques minutes. Et puis après, si vous n'avez pas d'autres questions, si ça a répondu à toutes vos interrogations, eh bien, c'est tant mieux, mais si c'est pas le cas, profitez-en. Et je rappelle à ceux qui sont arrivés en cours de route ou qui viennent d'arriver que, le replay restera disponible sur notre page Facebook pvtis.net Canada et qu'on ira du coup la remettre, j'essaierai de faire ça peut-être demain matin, la mettre sur YouTube pour que vous puissiez la retrouver également là. Pour voilà, si vous voulez la partager avec des gens, n'hésitez pas. Justement, Camille qui nous dit: «J'ai pris la vidéo en cours de route, je m'excuse si ça a déjà été posé. Est-ce qu'il y a un bail de location? Est-ce qu'on signe Oui, systématiquement un bail?» il y a un bail officiel de la Régie du logement. C'est ça. Est-ce qu'on l'achète, dans les magasins de type, pharmacie? C'est Ouais, alors c'est le propriétaire qui l'achète, c'est à sa charge, mais oui, c'est dans les pharmacies en général, il est en vente là-bas. c'est ça. OK, très bien. Ça paraît bizarre, mais les pharmacies, au Canada, c'est un peu des magasins fourre-tout. Des fois, il y a la Ouais, poste, des fois, il y a des tu peux acheter plein de trucs différents, puis, notamment acheter, un bail. Donc, bon, si c'est le propriétaire qui gère, tant mieux. Sauf si vous devenez propriétaire à votre tour, ce sera, à vous de à vous de le l'acheter. gérer. Tout à fait. Bon, ça, je pense que c'est une question un peu difficile. En combien de temps, en moyenne, on peut trouver un appartement? C'est vraiment aléatoire, ça va vraiment dépendre de la personne. Pour faire court, quand je suis arrivé en 2019, Oui, je suis arrivé le jeudi, le samedi, je signe mon bail. OK. C'était dans une période creuse, je suis arrivé en plein mois de janvier, en plein mois 30, mais ça a été simple. Si tu arrives en mois d'avril, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, une semaine, 2 semaines. Moi, je conseille toujours de prendre entre deux semaines et un mois pour avoir le temps de trouver quelque chose qui vous convient, parce qu'il Oui, y a une différence entre prendre ce qui vient et prendre ce qui vous convient. exactement et ce serait dommage de prendre vraiment le premier truc qui passe juste par peur de pas trouver, et d'y être malheureux, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre de loyer entre Québec et Montréal? Oui, je connais pas beaucoup le marché de Québec, mais je sais qu'il y a quand même une certaine différence entre les deux. C'est ça, Montréal, ça a quand même bien grimpé. C'est pour ça les sites, Kijiji, le marketplace de Facebook ou, Kangaloo, rental.ca, ça peut vous donner aussi, une estimation un petit peu de ce genre de choses, mais il y en a beaucoup qui vont maintenant en région, au Québec ou dans d'autres, provinces du Canada, hein. Toronto est super cher, Vancouver encore plus. Donc souvent les gens maintenant vont essayer d'aller parfois soit dans des villes à côté de Montréal, soit un peu plus en région et ça peut vous permettre de dépenser moins aussi. Toi, tu fais de la vente qu'à Montréal? C'est déjà pas mal, hein, de l'achat, Non, immobilier? Non? non, je reste autour à 30 minutes maximum de Montréal pour l'achat-vente. OK, parfait, c'est toujours Donc bien ça, de et ça me permet d'avoir de l'expérience autre que dans les condos. Ça me permet aussi d'aller voir sur des maisons, des multilogements, ouais, etc., etc. impeccable, parfait. Est-ce qu'il y a des points importants à regarder pour bien choisir le courtier immobilier avec lequel on passe? Question C'est une très bonne biaisée, question. choisissez Ouais. Maxime. Non, 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 vraiment pas. Non, mais je On peut pas t'embête être en plus. compatible. On peut pas être compatible avec tout le monde, ça serait une chose. Tous les courtiers ont accès aux mêmes biens. Tous les courtiers sont regroupés sur la plateforme Centris. Ça, c'est la première chose à savoir. OK, Le deuxième point, c'est regarder le courtier. C'est pas son nombre d'années, mais c'est son nombre de transactions qui est important. Parce que tu peux avoir un courtier qui a 2 ans d'expérience, qui a fait 3 transactions, et un autre qui a 2 ans d'expérience, qui en a fait 60. oui, C'est vraiment le nombre de transactions et Tu sais, quand tu lui poses des questions précises, tu vas vite savoir s'il est à l'aise ou pas d'y répondre. La troisième chose, c'est le feeling. Parce oui, que tu dois faire confiance à ton courtier comme ton avocat. C'est ce que je dis tout le temps à tous mes clients. ouais, Je suis ton avocat, tu peux tout me dire. Tout ce que oui, tu me dis reste avec moi. Moi, quand je représente des acheteurs, je défends l'intérêt de mes acheteurs. La partie en face, c'est pas mon problème. Ça oui, paraît cru, ça paraît dur, mais on est là pour faire une transaction dans les meilleures conditions pour l'acheteur. oui. Donc, moi, je conseille toujours de comparer, donc de discuter avec trois, quatre courtiers différents et d'y aller au feeling et au ressenti. C'est vraiment important. Et le service qu'ils proposent. Donc, l'accompagnement, le service, etc., etc. Tout à fait et quand tu dis que vous avez tous accès aux mêmes biens, ça veut dire que contrairement à la France, un courtier pourra pas dire, «Bah, moi je l'ai en exclusivité ce bien-là»? En fait, ici, il y a toujours l'exclusivité. C'est-à-dire que quand moi je mets un appartement en vente, il y a que moi qui peux le mettre en vente. Sauf si je suis D'accord, en équipe ou avec un autre courtier, mais sinon il y a que moi.
Un D'accord. autre courtier ne peut pas aller le mettre en vente. Mmh. Et on a l'obligation de le mettre sur la plateforme Centris. Ça veut dire que tous les biens des courtiers sont en vente sur Centris. Nous, on regroupe tout. Comparé à la France où c'est mélangé par agence, nous, on regroupe tout au milieu. D'accord. Et donc, quand toi, tu es avec ton courtier acheteur, donc quand l'acheteur est avec son courtier, bah, lui, il a accès à tous ces biens-là sur Centris. OK. Le Intéressant. seul, le seul avantage que tu pourrais avoir avec un courtier versus un autre, c'est qu'il y a certains courtiers comme moi ou d'autres, hein, on a tous plus ou moins des accès, c'est qu'il y a il y a des ventes hors marché. Ça, c'est des choses qui arrivent. Des biens qui sont proposés hors marché seulement aux courtiers ou seulement à des investisseurs immobiliers. Mais là, on parle plus d'investissement. On parle pas d'un achat pour une résidence pour y vivre. On parle vraiment de multi-logement. D'accord. Merci pour ces précisions. Hem, alors on sort un petit peu, mais je peux quand même l'apprendre, c'est un peu dans la thématique quand même. Est-ce qu'en hiver, c'est facile de se déplacer dans un quartier où il n'y a pas beaucoup de moyens de transport si on n'a pas de voiture? Ou comme on le disait tout à l'heure, faut quand même essayer pour l'hiver d'être pas trop loin des transports? Alors, je vais être très honnête, je l'ai pas vécu Oui, parce que j'ai acheté une voiture très rapidement. OK. Je l'ai vécu, on va dire, j'ai vécu 3 semaines. Non, c'est pas si simple que ça parce que quand tu marches dans la neige, ça va te ralentir, c'est plus long. Euh, Si tu dois faire 25 minutes pour rejoindre ton métro en été, bah, tu mettras 30 minutes en hiver, quoi. Ouais, c'est ça. Regardez quand même quand vous allez visiter un bien, à combien de temps vous êtes, du transport le plus proche. C'est clairement un point à regarder, vraiment. Et petite parenthèse, une voiture coûte cher à Montréal, hein, je précise. Entre la vignette, les vignettes de stationnement, entre la plaque chaque année, Oui, entre l'entretien, l'échange des pneus chaque hiver, chaque été, ça coûte un peu d'argent, donc il faut bien réfléchir avant d'acheter une voiture. C'est une petite parenthèse. exactement. Et le Québec a mauvaise réputation, hein. Au sein du Canada, il y a pas de contrôle technique obligatoire, donc il y a beaucoup de Non. poubelles, hein, si j'ai bien compris. Ouais, ouais, ouais. Faut s'y connaître un peu ou se faire accompagner peut-être, par quelqu'un qui a les, compétences, en ouvrant le capot. Alors quels documents demande le propriétaire au nouveau locataire? Alors on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais, on va pas demander, des garants, ce genre de choses. On va plutôt demander un emploi, éventuellement une cote de crédit pour ceux qui sont là depuis un moment, Ouais. sinon surtout une preuve de fonds, c'est tout? Contrat de travail si tu as un emploi, Oui, tes permis de travail, une pièce d'identité pour vérifier ton identité. On va aussi demander ta preuve de fonds si tu as une preuve de fonds. oui, Et puis, ça m'est déjà arrivé aussi d'aller chercher des documents en France, donc une bonne tenue de compte en France de la part de la banque OK, ou l'ancien propriétaire qui dit que, ou l'ancienne agence qui dit bah, tout s'est bien passé, on n'a jamais eu de problème, il a toujours payé son loyer en temps et en heure. oui, Tu peux amener tout ça sur la table pour renforcer ton dossier, c'est possible. tout à fait. Est-ce que si on est en colocation, il faut aussi avoir une assurance habitation? Très bonne question. C'est une très bonne question. Ça dépend de comment est créée la colocation. Est-ce que c'est un bail à plusieurs ou est-ce que c'est une personne qui détient le bail et il sous-loue les chambres? C'est le bail qui doit avoir une assurance qui vient avec, enfin, c'est une assurance qui doit venir avec le bail. OK, Certains propriétaires la demandent, d'autres ne la demandent pas. Ça arrive que des propriétaires ne la demandent pas. Nous, en tant que courtier, on la demande tout le temps. Comme ça, au moins, c'est safe, c'est sécurisé. Mais il y a des anciens propriétaires qui ont des immeubles depuis très longtemps, ils ne la demandent pas. Mais moi, je la conseille. Parce que s'il y a un feu que tu es responsable, ça va te coûter beaucoup d'argent. c'est clair. Toute la vie, ça c'est sûr. Est-ce que c'est compliqué de trouver une maison avec un petit bout de terrain privé, je suppose à Montréal du coup? Ça dépend du budget, c'est toujours pareil. Oui. On peut trouver, bien sûr, on peut trouver une maison, on peut trouver des condos au rez-de-chaussée. Ça se trouve, mais ça va dépendre du budget. Oui, d'accord, c'est ça. Il y a quelqu'un qui nous demande par rapport au prix d'un courtier. Tu évoquais tout à l'heure que pas mal de courtiers pour la location sont gratuits, mais que parfois, il y en a qui demandent, un petit billet pour, parce que c'est un à côté par rapport à ce qu'ils font, surtout de la vente. Mais par rapport, à la donc ça dépend et par rapport à l'achat, est-ce que c'est un peu comme, en France? C'est-à-dire que ça va être un pourcentage du prix de vente ou quelque chose comme ça? Ouais, en fait, ici, comme il y a toujours 2 agents, enfin 99 du temps, il y a 2 agents dans une transaction. Ouais, L'agent qui vient mettre le bien en vente va facturer une rétribution au vendeur. L'agent qui vient avec l'acheteur va se faire payer par l'agent vendeur. C'est-à-dire qu'il va repartager sa rétribution avec l'agent qui vient avec les acheteurs. Donc un acheteur, directement de ses poches, ne paye pas la rétribution, mais il va le payer indirectement chez le notaire. Parce que forcément, il va faire un chèque pour l'achat, et de ce chèque-là, il va y avoir, enfin, de l'hypothèque, pardon, il va y avoir un morceau pour les agents. Mais directement, non, ça coûte rien d'acheter avec un courtier. En fait, il est d'accord, même conseillé parce que ça vous coûte rien et on vous protège. Nous, on a des assurances derrière qui vous protègent. oui, Plus le côté légal, plus tout ce qui vient avec la documentation, etc. bien sûr. Pas être perdu, enfin ouais, on a vite fait de
Enfin, je Ça sais peut pas, aller vite. déjà, c'est une étape chez nous, alors à l'étranger, je j'imagine même pas. Alors ensuite, autre question, est-ce que le fait d'être entrepreneur ou travailleur autonome, ça peut faire peur aux propriétaires, comme c'est parfois le cas en France, donc on parle pour une location? Pour une location, non. C'est rare que tant que c'est toujours la même chose. Tant que tu as une preuve de fond ou que tu expliques ce que tu vas faire et que le propriétaire connaît le domaine, il y aura pas de problème. Heu, il faut juste prouver que tu es capable de faire des revenus dans le corps que tu veux faire de métier. C'est ça. Mais Et non, je pense pas que ça pose problème ici. d'accord, impeccable. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on entend pas mal parler d'une crise du logement à Montréal, comment dire? Est-ce qu'il y a tant de gens que ça qui cherchent? Est-ce que c'est vraiment si difficile qu'on le dit ou finalement en cherchant activement et ou en passant éventuellement par un courtier, c'est quand même envisageable? Là, c'est un peu on sent que c'est bientôt la fin du webinaire, du coup, quand même si on termine peut-être pas sur une touche négative, c'est quand même possible de trouver? Oui, bien sûr, c'est Ouais, possible de trouver. En fait, c'est juste que la plupart des PVTistes cherchent au même endroit. C'est oui, toujours la même chose. oui. Ligne orange qui part de Jarry, qui descend jusqu'à Sherbrooke, et ligne verte qui part de Hochelaga jusque dans l'ouest de l'île. Il y en a un peu dans l'ouest, mais la plupart des recherches que moi je fais personnellement sont toujours dans cette zone-là. Ouais, Et dans cette zone-là, il y a beaucoup de mouvements dans l'immobilier. Donc forcément, c'est plus difficile d'avoir un logement. Mais dès que tu sors un peu de ces endroits, oui, c'est quand même plus simple, je trouve. d'accord, super. Est-ce que la bourse et la crypto peuvent rentrer en compte comme preuve de fonds? On l'a jamais C'est fait une, celle-ci. C'est une question auquel je n'ai pas la réponse. Par contre, Oui. la personne qui a posé la question peut me l'envoyer sur Instagram comme pour les autres. Puis je vais poser la question à la personne qui pourra me répondre. C'est sûr que si tu as acheté un bitcoin à 15 000 € il y a quelque temps, j'ai vu tout Ouais, à l'heure qu'il est à plus de 70 000, ça peut être une preuve de fond sympa, je pense, mais ça c'est vaut le sûr. coup, ouais, d'écrire à Maxime pour Mais je avoir poserai la question, ouais, à une personne qui pourra me répondre. impeccable. Pour une situation financière particulière, un investisseur immobilier ou mobilier en France, est-ce que c'est préférable de passer par un courtier, selon toi? Pour louer ou pour acheter? C'est ça la vraie C'est question. pas précisé, ouais. Heu, Dans tous les cas, on est là pour accompagner et protéger les acheteurs ou les locataires. Mais après, ça dépend de la personne. Est-ce qu'elle a vraiment envie d'être accompagnée ou pas, hein. oui, Mais oui, moi, je conseillerais toujours d'être accompagné. C'est normal, c'est mon métier. Ça serait un peu dommage de ne pas prêcher ma paroisse, c'est sûr. mais oui, oui, c'est toujours conseillé, bien sûr. Après, pour ce qui est investissement, il y a des courtiers qui connaissent plus ou moins, il y en a d'autres qui connaissent plus. Ça dépend vraiment des courtiers. Moi, j'ai eu la chance, avant d'être courtier, de travailler avec des investisseurs pendant un an. Donc, j'ai eu la chance de baigner dans ce monde-là. Oui. En fait, c'est ça qui m'a amené à être courtier. Donc, j'ai eu cette chance-là. Mais ça dépend vraiment de chaque personne. Oui, c'est ça. C'est vrai que dès qu'on me dit situation pas financière d'ailleurs, mais situation particulière, par exemple pour faire sa déclaration d'impôt, est-ce que je passe par un comptable si j'ai un truc un petit peu Oui. oui. J'ai un dossier assez compliqué, est-ce que pour immigrer, je passe par un avocat en immigration? Pourquoi pas? Dès qu'on a un je trouve que quand il y a des subtilités, qu'il y a peut-être une stratégie qui sera meilleure qu'une autre, quand on n'a pas un chemin simple, je pense que c'est pas mal de se faire aider par un expert en fait, hein, ni plus ni moins. Donc Ici, il vaut mieux payer quelqu'un qui te fasse ta déclaration d'impôt ou un expert fiscaliste oui, plutôt que de ne pas payer et payer une amende. exactement. Parce que ça va très vite et ça coûte très cher. Donc, vaut mieux payer, comme le comptable. Moi, je conseille un comptable aujourd'hui, ça vaut peut-être 70-80 $. C'est Vaut ça. mieux payer 70-80 $. Le comptable pourra peut-être connaître des subtilités que tu ne connaîtras pas et tu pourras avoir un retour d'impôt plus intéressant. Donc, je conseillerais toujours d'aller voir des personnes compétentes. Tout à fait. Tout à fait d'accord. Est-ce que vous conseillez les logements où l'immeuble comprend une salle de sport, une piscine, donc les condominiums, hein, les condos, ou est-ce que les tarifs sont trop élevés? Ça va vraiment dépendre du mode de vie que vous voulez. Oui, C'est vraiment, je jugerai pas parce que chaque personne est différente. Je connais des gens qui louent des logements à 4 000 $ et plus. À l'inverse, je connais d'autres personnes qui louent des logements à 1 200 $. Mais le mode de vie n'est pas le même. C'est vraiment deux modes de vie totalement différents. Si tu es confortable de louer un logement dans les 2 000 $ avec une piscine, une salle de sport parce que c'est ce que tu voulais, ben vas-y, on n'a qu'une vie, hein. Donc, exactement. C'est ça, en fait, ça va dépendre, ouais, combien tu gagnes, avec quel budget tu arrives, ce serait dommage si tu arrives avec, 3 000 €, de que tout parte, en un mois et demi de loyer. C'est vrai que attention, peut-être voir ça, comme je disais tout à l'heure, pas voir le sommet de la montagne tout de suite, mais première étape, trouver un logement qui me ruine pas et dès que je gagnerai bien ma vie, hop, ouais, prendre le truc qui me fait rêver. Parce que c'est sûr que ce genre d'immeuble, moi, je connais parce que je suis partie en PVT il y a longtemps et j'ai eu la chance de vivre à Toronto dans un des condos comme ça, donc salle de sport, piscine. Il y avait même une salle où on pouvait faire des fêtes. J'avais fait mon anniversaire et tout, c'était trop bien. Il y avait un barbecue dehors et tout. Mais aujourd'hui,
pour le même, je pense que le loyer que je payais moi en 2000, c'était quoi 2009 ou 2008, il a dû doubler à Toronto parce que c'est Toronto. Voilà, clairement, je pense que c'est ça. Ça aurait été un peu compliqué pour moi de me le payer, sinon bon, on était 2, mais quand même. Donc c'est ça, regarde un peu les tarifs, voir si ça rentre dans ton budget ou si tu sais que tu vas très bien gagner ta vie, pourquoi pas? C'est, Moi, quand je suis arrivé avec 4 000 $ là, pour la petite histoire. J'avais oui, juste 4 000 $ dans mes poches. J'avais aucune aide financière de ma famille, c'était impossible. oui, Donc, j'ai pris le loyer le moins cher. Moi, j'ai pas choisi un mode de vie, j'ai choisi un prix. oui, Je vivais au bout d'une ligne de métro quand je suis arrivé tout au début et je payais peut-être 900 $ pour un 3,5. Et j'ai commencé comme ça, hein. très Et puis bien. petit à petit, bah, tu vis plus confortablement. Puis là, tu t'installes, tu te mets en place. Ça a mis 2 ans pour que je me sente bien à Montréal. Oui, c'est ça. On fait son nid, on repart à zéro. Donc essayez parfois, hein, selon vos projets et ce que vous pouvez vous permettre, voilà, de prendre votre temps pour arriver au top de ce que vous voulez atteindre. Ouais. Et merci à Hugo pour le petit commentaire que j'ai vu passer Oui, tout à dans le. fait. Ah oui. Maxime est vraiment super à l'écoute et saura vous aider dans votre recherche. Nous avons fait appel à lui depuis la France. Super, impeccable. Ouais, puis il y a quelqu'un d'autre tout à l'heure qui te remercie aussi, beaucoup pour tes réponses, donc impeccable. Est-ce que c'est possible de louer un Airbnb sur une longue durée? Oui, c'est possible. Il existe des Airbnb en longue durée qui sont peut-être un peu moins chers. Plus tu prends, moins c'est cher. Oui. Vous pouvez aussi chercher des logements meublés à moyen terme. Il y a certains propriétaires qui vont louer des logements entre 6 et 11 mois pour ne OK. pas rentrer dans la catégorie du 12 mois et plus. Et ce sera un peu plus cher parce que ce sera meublé, mais ce sera moins cher que des Airbnb. Ouais. D'accord, ouais, c'est ça, qu'Airbnb, le problème, c'est les frais Airbnb, Ouais. qui sont quand même assez salés. Bonjour, les baux de moins d'un an, c'est possible d'en faire ou pas? Bah là, on part sur du contrat, on part plus sur des baux. Ouais. C'est quelque chose qui est différent, mais oui, c'est possible d'en faire avec une durée déterminée, mais le bail est toujours reconductible. Enfin, je vais juste changer de casque. Oui. J'ai plus de. Bah, je pense que le live s'arrête, on va pas tarder à arrêter, Ouais, mais on va pas tarder à arrêter, voir si tu tiens ok. encore une petite minute ou 2, mais sinon C'est oui, bon, alors c'est bon, on va faire ça comme va? ça. OK, parfait. Donc OK, ça s'appelle un contrat, c'est plus un bail, mais c'est envisageable de le faire. Du moment qu'on signe Mais quelque sinon, sur un bail, tu peux le faire. C'est de la location moyen terme, en fait, c'est un contrat de location, c'est pas un bail. Moi, ça m'arrive d'en faire, c'est assez rare, mais ça m'arrive. Mais il y en a qui font signer des baux. ouais, d'accord, OK. Allez, on va en prendre encore une ou 2 petites. Est-ce que c'est sûr de louer sur Airbnb? Oui, autant je sais qu'il y a peut-être eu des soucis sur d'autres plateformes pour des périodes de mois d'août, les vacances, les gens arrivent dans leur maison de location, il y a rien. Mais Airbnb, je crois que, non seulement c'est quand même assez carré et en plus de ça, si tu arrives et qu'il y a rien, ils te relogent, normalement. Après peut-être que tu as un autre avis sur, la question? J'ai déjà entendu des problèmes où des gens louaient tellement à l'avance, avec un prix bas, que Ah, quelques jours avant, l'autre annulait. ils annulaient. Ah oui, ça c'est oui, Il faut faire attention avec ça, mais sinon, j'ai pas trop entendu de problème à ce niveau-là. d'accord. OK, quelqu'un nous dit, Damien qui nous dit, «Ça va être notre cas, on va louer un mois un Airbnb avec, un enfant pour, trouver le bon appart». C'est pas mal de faire ça aussi, des fois. Parce qu'en fait, quand on loue un logement 2 semaines, un mois en temporaire avant de chercher vraiment, quitte à aller, vers un courtier et cetera, juste de se dire quand on pose ses valises: «Pendant un mois, je j'ai pas de stress». Quand on a le budget pour le faire, ça peut aussi être quelque chose d'assez confortable, voilà. Je pense que c'est pas mal. Totalement. Eh beh, écoute, on arrive au bout. Comme plusieurs personnes qui viennent d'écrire en commentaire, je te remercie beaucoup pour ton expertise. On avait déjà fait un live au mois de septembre avec la CITIM, qui est un organisme, qui aide gratuitement les nouveaux arrivants à Montréal et qui était pas mal dans la théorie. C'était super intéressant aussi. Mais toi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, les 2 lives se complètent très bien. Tu étais vraiment dans la pratique, les étapes, les trucs à bien penser et je trouve que les 2 lives à regarder finalement se complètent, hyper bien. Donc, merci pour le temps que tu nous as accordé à tous. Et puis, bah, je te souhaite une très bonne fin de journée au Québec. Et puis peut-être qu'on se reverra dans quelques mois pour refaire un autre live de ce Avec type-là. plaisir. Et donc, on Merci répète, Julie aussi je t'en de prie, m'avoir laissé la parole sur PVTiste. avec grand plaisir. Et on répète que ton Insta, c'est Maxime Gaumont, tout simplement, qu'on peut te contacter par message privé au besoin. Surtout ceux qui avaient des questions spécifiques, ils peuvent t'écrire. Comme ça, tu reviendras vers eux avec des réponses. Super. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis et très bonne soirée ou journée selon où vous vous trouvez sur le globe. À bientôt. À bientôt, merci.